promenant sur la côte est de l'île, j'aperçus pour la première fois, à une demi-lieue au large, les contours d'une autre île. Celle-ci. Je suis aujourd'hui sur cette même falaise, où, tournée vers l'est, je cherche du regard un repère sur la côte, vers le chenal du four, vers le berceau de notre famille, et j'entends encore résonner ces mots de mon grand-père. Le cause, comme nous le nommions, nous contait chaque soir d'été les aventures d'une vie tumultueuse. L'assemblée nombreuse des grands et petits cousins, réunis autour de lui, laissait pour l'occasion querelles et autres taquineries à la porte de sa chambre. Assise tout au bord du lit, j'écoutais, attentive à ne faire aucun mouvement qui raviverait les douleurs anciennes de mon aïeul, ancré à jamais en son corps vieillissant. Il n'avait guère ménagé sa vieille carcasse, et une de ses jambes en avait d'ailleurs fait les frais. Mes souvenirs, au plus loin qu'ils puissent remonter, me le présentent avec une unique jambe, l'autre manche de pantalon retroussée haut, tenue close d'une épingle à nourrice. Il nous contait ce soir-là une de ses virées vers Ouessant, l'île distante d'une petite quinzaine de milles du lieu de mouillage de son élégant côtre, la Marie-Françoise. Les temps n'étaient guère propices aux balades nonchalantes, et chaque sortie en mer avait son utilité. Celle de ce jour-là devait mener le mari de Philomène, notre voisine, vers son île natale, où sa mère était au plus mal. Traversée sans souci. Mais, à peine virée de bord, flèche affalée, puis voile d'avant à mener pour entrer dans la petite baie du Stif, que la brume de Manche entre dans la danse et se charge d'engloutir terres et eaux dans sa water. L'ancre est jetée, la grand voile affalée à son tour, et l'équipier est débarqué d'un coup de godille assuré du you-you traîné en remorque. Un peu de temps devant lui, en attendant le lever de brume, le cause monte vers le phare du Stif. Longtemps qu'il n'a emprunté ce chemin au rythme d'une promenade. Et il a promis à sa femme et ses 3 loupiaux d'avoir un regard vers le four. C'est qu'ils n'en sont pas loin. Arrivé sous le phare, approche prudente de la falaise avec cette purée de pois, il s'assoit sur un bord de rocher. Pas de four à l'horizon. La brume a englouti le phare et tout son chenal avec. Tant pis. Il sort la pipe de sa vareuse et se met à fumer en rêvassant. La fatigue l'engourdit et il sombre dans la torpeur malgré l'humidité. Son esprit vague, lui, de son côté. Ses sens embrumés perçoivent comme une volée de cloches. Il s'ébroue, se redresse, il scrute le front de coton face à lui et il lui semble apercevoir là. Il ôte ses lunettes, les essuie d'un coin poussiéreux de mouchoir, les rechausse d'un geste énergique. Et oui, là, une île, à un peu plus d'1 mille devant lui. Une demi-lieue, comme il nous dit, employant encore cette unité de mesure quelque peu obsolète. Mais les distances sont bien difficiles à évaluer sous la brume. Son esprit marin ne fait qu'un tour. Rationnellement, pas de terre de ce bord-ci de l'île. On trouve bien qu'elle erre, mais elle est au nord, qu'il n'a pas perdu encore, que diable. Et, au sud-est, le chapelet des petites sœurs s'égrène, Banec, Balanec, Molène, Béniguette et les autres, bien à l'abri de la grande, dans les coups de boutoir du Norois. La carte du coin, il l'a tout en tête depuis le temps que la quille de la Marie-Françoise taquine la mer d'Iroise. Mais, ce jour-là, vers l'est, c'est bien une haute terre, dont la brume rogne les contours, surmontée comme d'un clocher, d'où s'échappe encore le gong qui vire au glas. Il en frissonne. De cotonneux lambeaux crochent au clocher, formant voile sinistre. Il perçoit comme une galopade, des cris, des lamentations. La brume porte de drôles de sons qu'il a bien du mal à situer. Elle trompe ses sens pour mieux l'égarer. Il se secoue, mal à l'aise, frigorifié. Il ne souhaite pas en voir plus. Sa raison d'ailleurs lui intime l'ordre de s'éloigner. Il reprend son chemin d'un pas rapide pour se réchauffer
et tenter d'oublier cette vision de malheur. Au pied du phare, il en croise le gardien. Bien besoin d'un remontant, et la perspective de la bonne centaine de marches à grimper ne pèse pas si lourd quand un coup de rhum est annoncé. Devant les vers, les langues se délient. Le cause parle de l'étrange apparition de cette île inconnue. Son compagnon de rencontre pose alors une main tremblante sur son bras. C'est pas une terre, c'est sur l'Astéré d'Envor, disparue corps et bien que la brume nous ramène parfois avec la marée. Elle permet aux marins d'approcher leur coin et aux femmes, c'est affaire de femmes ces retours-là, de ne jamais oublier les disparus. De la fin de cette virée de mon grand-père sur Ouessant, nul autre souvenir du récit. Mes pensées de petite fille se sont figées autour de ce retour mystérieux de l'Astéré d'Envor, vaisseau transformé en parcelle de terre ferme autour des lamentations de ces marins emmurés dans les abîmes de la mer d'Iroise. Et, en cet été quelque peu frisquet, j'ai arpenté aujourd'hui ce même chemin sur les traces de mon aïeul jusqu'aux abords du phare. L'épais tapis de bruyère, patchwork de vert mêlé de rose, de mauve et de fauve m'invite au repos. Mais je n'ose le fouler de mes pas, n'ose en faire le doux oreiller que mon corps réclame après cette marche bout au vent. Un banc de brume s'approche, la fraîcheur soudain m'envahit et mon esprit s'échappe. File vers le souvenir de mon grand-père conteur, file vers ses revenants et leur cortège de peur dont la mer emprisonne les âmes à jamais. Je reprends ma route rêveuse, mes pas me portent de l'autre côté de l'île, indépendamment de ma volonté, vers la chapelle Notre-Dame de Bon Voyage, celle à qui confier voyage et voyageurs d'ici et de l'au-delà. Moi qui ai déserté toute église depuis bien longtemps, je me prends à chanter cette prière bretonne oubliée. Jésus m'est embrassé, plija durant l'année, Paves et grâce douée, à qu'elle garantes, Paves et grâce douée, à qu'elle garantes.